Bon, la pop. C'est un peu le genre par excellence qui galère à être pris au sérieux dans la sphère des connaisseurs de la musique, et j'insiste vraiment sur mes guillemets. Pour la définition, certains vous diront que la pop n'est pas un vrai genre, que c'est juste d'autres styles de musique mais rendus plus accessibles. Et ça pour moi c'est vrai, et c'est pas vrai. Certes, la pop vient littéralement du mot populaire et renvoie donc à une musique cherchant à plaire au plus grand monde, mais bon, j'ai du mal à me dire que des morceaux populaires comme Zo de Caris en 2013 ou Smells Like Teen Spirit de Nirvana en 91 soient des morceaux de pop. Ce qui va m'intéresser par contre en premier lieu, c'est l'aspect modification d'autres genres pour plaire au plus grand monde, car ça c'est quelque chose de réel. La pop a le pouvoir de décloisonner plein de genres en assouplissant les codes de ces derniers. Les meilleurs exemples restent évidemment le rap et le rock. Allez, prenons le rap pour exemple. Ne prenez pas ça pour une incitation à écouter ce néo-nazi, mais plutôt comme une illustration. Graduation de Kanye West, sorti en 2007, c'est la référence du pop rap pour ses refrains chantés, ses flows assez simples et surtout ses synthétiseurs à tout va, noyant le sampling dans des compositions aux sonorités plus électroniques. Ensuite donc, deuxième chose qui va m'intéresser, c'est ce que la pop a de spécifique. Parce que oui, on va pas faire genre, il y a des morceaux qui sont juste de la pop. J'ai pas pris Graduation de Kanye West comme exemple pour rien, car ces synthétiseurs, c'est ce qui me plaît le plus dans la pop. Nous allons donc un sous-genre de cette dernière, la synth-pop. Et le meilleur exemple pour ça, bah évidemment, ce sont les années 80. Good going, stranger. And you can dance for inspiration. Des tubes de synth-pop, vous en connaissez des dizaines, que ça soit Madonna, Prince, Depeche Mode. En gros, retenez juste que c'est de la musique qui a explosé dans les années 80 et qu'il y a des synthétiseurs comme base principale. Et d'ailleurs, évidemment, d'autres genres utilisent des synthés, mais la synth-pop a su avoir son propre style avec cet instrument. Et du coup, pour en revenir à aujourd'hui, comme beaucoup de gens, j'ai été déçu musicalement par les années 2020. Le Covid a fait du mal à l'industrie et le rap est en peine de nouvelles têtes d'affiche et de créativité. Beaucoup de personnes se plaignent donc à raison d'être un peu perdues dans la musique actuelle, et donc petit à petit, ma génération commence à devenir des vieux cons disant que la musique c'était mieux avant, alors qu'on a genre 25 ans les gars, relax. Et donc, vous me voyez venir, je trouve que la synth-pop et même la pop en général vont très bien en ce moment. Et je pourrais vous parler de Kero Kero Bonito, de Jessie Ware, de Pink Panthers ou même de Charli XCX, mais aujourd'hui, je vais vous parler de mon groupe préféré toujours confondu et de ce qui est pour moi le meilleur album de ces 5 dernières années. Bonjour et bienvenue à tous dans ce troisième épisode de Club Album dans lequel nous allons parler pour une fois en profondeur d'un album récent et pas n'importe lequel car il s'agit pour moi du meilleur album de mon groupe préféré, Imaginal Disc de Magdalena Bay. Donc Magdalena Bay est un duo formé en 2016 par Mika Tenenbaum et Matthew Lewin, deux énergumènes qui se sont rencontrés dans une classe de musique à Miami et qui ont commencé avec 3 autres personnes dans un groupe de rock progressif appelé Tabula Rasa. Groupe qui n'a pas vraiment eu de succès, voilà, faut le dire. Mais je dis pas ça pour rien, car cet aspect rock progressif les suivra toujours, même dans leur production actuelle paraissant de prime abord très éloignée de ça. Après la séparation de Tabula Rasa, Mika et Matt créeront donc Magdalena Bay, un projet aux ambitions tout à fait différentes. Le duo montre dès le début les ambitions esthétiques visuelles de leur groupe, c'est-à-dire des clips très homemade majoritairement sur fond vert, volontairement kitsch et pas mal articulés autour de la nostalgie des années 90 et 80, du moins surtout pour l'aspect grossier des effets spéciaux et de l'utilisation de la 3D par exemple. Personnellement, j'y vois aussi une grosse inspiration du mouvement Vaporwave, notamment à ce moment-là, qui est clairement une inspiration de Macintosh Plus pour moi. C'est un double effet qui se coule car non seulement c'est super concordant avec leur direction musicale de l'époque, mais en plus ça leur permet de s'entraîner avec du matériel pas forcément abusé, tout en leur laissant une créativité assez immense. De 2019 à 2020 sortiront quand même 5 EP et mixtapes où on sent que le groupe progresse à vitesse grand V. La majeure partie des morceaux sont clippés et Mika prend de façon naturelle de plus en plus de place à l'écran comparé à son binôme Matt, qui a l'air de toute façon bien moins fait pour les caméras que la chanteuse du duo. Car en effet, Mika, elle déborde de charisme. On la voit de plus en plus danser de manière crédible et elle a quelque chose qui la rend marquante à l'image. En fait, elle a un vrai côté pop star, tellement que beaucoup de gens croient que Magdalena Bay c'est juste elle d'ailleurs. Pour résumer cette époque, j'aimerais vous conseiller You Wanna Dance, Ghost, Hold you close until
Et évidemment, je devais faire un point sur le morceau qui m'a fait découvrir à moi et à beaucoup de monde le groupe, Killshot. Alors Killshot, c'est le morceau le plus populaire du groupe même à l'heure actuelle. Il est sorti en 2019 sur A Little and a Wicked Feeling et clairement c'est un chef-d'œuvre de dance pop je trouve. C'est-à-dire pour moi un morceau archi accessible mais archi qualitatif et créatif. En gros ce qu'il y a de plus dur et de respectable dans la musique mainstream. Le morceau a des synthétiseurs qui jouent des mélodies hyper marquantes, une lourdeur dans le refrain bizarrement ultra dansante. Et une fin en apothéose super cathartique et étonnante avec ses synthés complètement en roue libre et la voix de Mika qui part dans des aigus super inattendus. Bref, dans un monde normal, vous auriez entendu ce morceau sur toutes les radios, comme quoi, heureusement que TikTok est là. En 2021, le groupe sortira leur premier album Mercurial World avec beaucoup plus de moyens dans les clips, laissant sous-entendre que c'est bon, la vitesse supérieure est passée, mais est-ce que c'est le cas musicalement? En vrai, tellement mon dieu. Mercurial World, c'est l'apex de l'esthétique musicale et visuelle que le groupe a construit durant les 2 années précédentes. L'album est ultra cohérent tout en tentant des choses tout à fait nouvelles et bien plus rock dans des morceaux comme You Lose ou Domino par exemple. Puis en 2022 et 2023, pas grand chose à part une réédition de l'album et un nouveau mini-mix, plutôt très bon d'ailleurs. C'était clair, un album approchait, et en effet, le 23 août 2024 est sorti leur fameux deuxième album, Imaginal Disc. Évidemment, comme à chaque fois, commençons par le point tracklist et pochette. Il s'agit d'un album d'une durée plutôt bien fournie de 53 minutes pour 15 morceaux dont 2 interludes. La pochette est ultra tape à l'œil, hein. On peut voir Mika se la jouer Jojo Bizarre Aventure en s'insérant un disque dans le front, voilà, chose présente dans l'espèce de fil rouge qu'on verra dans les clips des morceaux qui ont été mis en vidéo. Les couleurs sont hyper flashy et avec cette lumière blanche, cet éclat dans le fond et ce ciel bleu, on rentre clairement dans l'aspect onirique et aérien de l'album. Le fait d'avoir mis Mika torse nu pour cette photo lui donne un aspect angélique et iconique et clairement c'est une pochette qui reste dans la rétine et dans la mémoire. Chose qu'on peut d'ailleurs pas vraiment dire de la version alternative avec Matthew qui est plus chelou qu'autre chose. Elle est affreuse mec, regarde mec, c'est affreux quoi. Bon, il est temps de s'attarder sur l'aspect musical de l'album, alors commençons avec... Hello. Un peu comme on a pu voir pour l'intro de Construsao dans le dernier Club Album, il s'agit d'un morceau qui est un peu dur à écouter en dehors du contexte du projet, tant il est construit comme une porte d'entrée pour le disque avant tout, un peu comme une scène d'exposition dans un film si vous voulez. Le morceau commence avec des sonorités assez étranges, mi-vocales, mi-synthétiques, rejointes assez vite par la douceur de la voix de Mika, quasi chuchotée. Down the line, over the waves, 2 kids and a military, turn the town, change the name, la love, born to marry. Évidemment, en tant que bon morceau de Magdalena B, il s'agit d'une... Montée en puissance. Merci. Clairement, c'est un morceau hyper théâtral. Le deuxième tiers offre un passage très cinématographique où on peut sentir une espèce de tension montée. Her hair lifted, she stood still, right there in the light. And she felt like a dream. I didn't know what to think. Et puis d'un seul coup, le morceau se relâche sous le refrain chanté par Mika au début, supporté par des percus très agressives et limite militaires. D'ailleurs, si on s'attarde sur les paroles, ces dernières nous parlent de 2 personnes accompagnées d'un militaire. Les 2 personnes semblent destinées à s'aimer depuis leur naissance. Ils ont un enfant, puis après ils se passent... Stop, stop, stop! Franchement, les paroles de cet album sont hyper cryptiques et perchées. Voilà. Faut le dire. On est clairement sur un délire psychédélique, et je dis pas ça comme un reproche, ni d'ailleurs comme une qualité pour le moment, juste voilà.
c'est le cas. Je trouve personnellement que Magdalena Bay, ce sont avant tout des excellents musiciens avant d'être des paroliers, et que les émotions passent surtout de manière purement musicale dans cet album. Je m'attarderai donc sur les paroles que quand je trouve qu'il y a une résonance de ces dernières avec la musique qui m'impressionne beaucoup, comme pour le deuxième morceau de l'album en fait, vous allez voir. Et on parlera bien évidemment aussi des clips qui sont très narratifs, mais vous l'avez compris, mon but sera de vous introduire au discours de cet album plutôt que de vous raconter son histoire, et évidemment de vous commenter comme d'habitude mon ressenti musical. D'ailleurs pour l'anecdote, à l'heure où je parle, ils ont annoncé un film avec tous les clips qui ont été faits pour chaque morceau, et ce dernier n'est toujours pas sorti, donc ça reste compliqué de tout comprendre exactement. Pour continuer donc sur les paroles, quand on passe au moment plus électro de l'album, Mika parle à la première personne et dit voir face à elle une personne qui lui ressemble trait pour trait et qui, quand elle interagit avec elle, lui a fait ressentir de l'amour. Oui bon, je vous avais prévenu que c'était bizarre. Hein. Je vais être honnête, c'est un très bon morceau, certes, mais c'est loin d'être le meilleur de l'album, contrairement à... Spend my days patiently waiting for the night to creep, yeah. Bon, là je vais pas y aller par quatre chemins, je trouve ce morceau excellentissime. C'est pour moi avec cette musique qu'on va voir pour la première fois une nouvelle identité musicale du groupe sur cet album. Les synthétiseurs sont bien présents et représentent toujours aussi fortement l'identité du duo, mais ils sont rejoints par deux autres stars de cet album, la batterie et surtout la basse. Toute la rythmique très joviale du morceau, naïf sans être niaise, est évidemment basée sur ces deux instruments, et ces derniers ne sont pas joués électroniquement, ce sont vraiment une vraie basse et une vraie batterie. Someone better plan for me, yeah. Without life, I'm without me. I don't know why, but we call it killing time. Ça semble tout con, mais le groupe n'en utilisait que très peu avant. J'aime beaucoup l'évolution du ton du morceau, passant de quelque chose de plutôt innocent, laissant limite imaginer Mika gambader dans les chants, à quelque chose de plus en plus bizarroïde et puissant. Ce changement d'ambiance est guidé par les synthétiseurs qui d'un seul coup rendent le son plus agressif. Une basse électronique se greffe au morceau, et la voix de Mika semble perdre le contrôle et être emportée par les chœurs en fond. Jusqu'à nous laisser sur une vocaliste très jolie en conclusion d'ailleurs. Les paroles rejoignent totalement l'évolution musicale. On rencontre un personnage qui au début est assez candide, à compter les nuages et les moutons pour tuer le temps, et qui finit parano de chaque seconde qui passe, d'une mort inévitable se rapprochant petit à petit, et des moments futiles voués à être oubliés donc inutile. Vous l'avez compris, c'est un morceau très riche et qui, je trouve, s'apprécie de plus en plus après chaque écoute. Et vous le comprendrez plus tard, beaucoup des qualités présentes dans cet album apparaissent dès Killing Time. Première des deux interludes de l'album, il s'agit d'une espèce de pub pour trouver le soi le plus pur. On nous parle du true blue, donc le vrai bleu en français, mais surtout de l'imaginal disc, le disque imaginaire. En gros, ce que nous avons perdu de notre véritable nous au fur et à mesure de notre vie pourrait être récupéré grâce à ce disque imaginaire. Et pour mieux comprendre tout ça, allons voir du côté du tube de l'album et de son clip, parlons d'images. What's the best you've got? I forgot all my common sense. I need all the common sense. Vous vous souvenez de quand j'ai parlé de la nouvelle direction du groupe avec un côté moins électro, une vraie basse et une vraie batterie? Bah là c'est pas encore exactement le cas, on est entre les deux on va dire. Image c'est le tube de l'album. Il culmine à 50 millions d'écoutes sur Spotify en un an, et je pense que c'est pas un hasard car c'est sûrement un des morceaux les plus simples du groupe dans l'approche. La structure est super classique avec son couplet, refrain, pont, refrain, mais surtout, chaque partie est bien séparée des autres et est donc facilement appréhendable pour des auditeurs pas forcément passionnés de musique. D'ailleurs jusqu'ici, aucun des trois premiers morceaux n'avait cette structure. Musicalement, comme je l'ai dit, il est très électronique et fera un pont parfait avec le morceau suivant, vous verrez. Mais ce que j'adore surtout, c'est qu'on dirait que c'est un dernier tango avec les sonorités de l'album précédent, qui avait complètement ce délire-là, un peu dance pop à la sauce électro.
ça veut dire que si vous aimez ce morceau, foncez écouter Mercurial World, vraiment. Et puis moi, qu'est-ce que j'en pense de ce track? Je trouve que c'est un chef-d'œuvre de la pop tout simplement. C'est simple, les codes de cette musique sont parfaitement exécutés, donc l'accessibilité et la structure classique, mais en plus, on retrouve une mélodie au refrain qui va vous suivre pendant des jours dans votre tête, et en prime une autre mélodie qui la suit, mais cette fois-ci instrumentale. Et à ça, rajoutez l'originalité des sonorités de ce morceau, comme les effets sur la voix dans les couplets ou la grosse basse électronique bien crade du dernier refrain, et vous avez un chef-d'œuvre, voilà, je le répète. Voici deux morceaux que j'ai décidé de mettre ensemble pour deux raisons. Premièrement, le clip de Death and Romance comprend le morceau Fear Sex, les deux s'enchaînent d'une manière parfaitement fluide d'ailleurs. Et deuxièmement, les deux sont tellement différents dans leur approche musicale que ça les rend en fait, je trouve, hyper complémentaires. Death and Romance reprend les codes dont je parlais pour Killing Time, avec une basse et une batterie très présentes, mais surtout, la star de ce morceau, ce ne sont pas les synthés, mais un bon gros piano à l'ancienne, avec des accords plaqués super épiques qui vont clairement guider les émotions sur ce morceau. Cet aspect beaucoup plus organique se voit brisé au moment du pont, où l'on entend nos fameux synthétiseurs revenir et donner un aspect encore plus grandiose à la fin. Pour le coup, j'aime aussi beaucoup les paroles, très romantiques et passionnées, elles ajoutent de l'épique à un morceau qui l'est déjà énormément. Et tout ça porté par une Mika qui lâche toute son ardeur avec maestria sur la dernière minute du morceau. Bref, encore une grande chanson, mais comme je l'ai dit précédemment, ça ne s'arrête pas vraiment car les percus de la fin enchaînent directement avec Fear Sex. Fear Sex dans l'approche, on est sur quelque chose de totalement différent de Death and Romance. Le son est 2 fois plus court et a des sonorités full électroniques. Cela nous est d'ailleurs très bien traduit dans le clip par le retour à la réalité de Mika après s'être perdu dans un rêve dans le morceau précédent. Ce que je trouve d'assez extraordinaire dans ce morceau, c'est le moment où il devient agressif. Ces synthétiseurs qui semblent à moitié vocaux n'arrivent pas à s'imbriquer normalement dans la rythmique du morceau et dissonnent totalement avec la voix de Mika qui est plutôt douce et calme mine de rien. Comme si c'était son entourage qui était agressif et non pas elle, chose très bien montrée dans le clip d'ailleurs. Et pour encore plus couper avec la direction organique de Death and Romance, Fear Sex finit dans une apothéose de synthétiseurs sans plus aucune voix ni percussion et j'adore ce genre de truc, j'avoue. Je saute volontairement Vampire in the Corner et Watching TV qui sont de très bons titres, mais que je trouve plus intéressants à découvrir de votre côté pour en arriver au prochain duo de morceaux, Tunnel Vision et Love is Everywhere. Ces deux-là aussi je les mets en duo car déjà leurs titres sont assez contraires. Tunnel Vision ramène à quelque chose d'étriqué alors que Love is Everywhere renvoie à quelque chose d'assez large et généreux, mais aussi, évidemment, musicalement, ils sont assez opposés. Tunnel Vision, c'est le morceau expérimental de l'album. Comme Image et Death and Romance, il est sorti en single, mais contrairement aux autres, il n'a pas eu le luxe d'avoir un clip. Le morceau commence avec des synthétiseurs inquiétants, mais plutôt calmes mine de rien. En tant qu'auditeur, on se doute que ça cache quelque chose.
Et le refrain qui décompresse un peu cette bizarrerie nous met encore plus la puce à l'oreille. It's good suddenly I can see everything wrong. Sun of vision closing in over me. Mais voilà, arrive la moitié du morceau et wow. Quand je parlais de l'héritage de rock progressif qui a été gardé par le groupe, je pensais clairement à ce morceau-là en priorité. On sent que le duo a poncé des groupes comme King Crimson ou même Pink Floyd et il nous sert une musique brutale et hypnotisante. On est porté par des grosses basses et des grosses guitares en plus de nos synthétiseurs chéris et franchement c'est un des grands sommets de cet album. À chaque fois que je l'écoute je l'aime de plus en plus, même si je pense que c'est quand même le moins accessible de l'album d'assez loin. Comme dit précédemment, on est sur une toute autre ambiance que celle servie par Tunnel Vision. Love is Everywhere, c'est un retour à la naïveté qui fait un bien fou après les ambiances grandioses et épiques des morceaux précédents. On est toujours dans une atmosphère touchant au psychédélique, mais là je trouve qu'on ressent encore plus l'hommage à cette esthétique portée par le mouvement hippie, avec ses paroles ultra positives et ce ton très enjoué. Petite anecdote d'ailleurs, certains d'entre vous l'auront peut-être remarqué, mais ce morceau est très semblable à Running Out of Time de Lil Yachty. Je vous rassure, il ne s'agit pas d'un plagiat de la part de notre duo, car ils avaient tout simplement composé ce morceau à la base pour Lil Yachty avant d'en faire leur propre version dans leur album. Voilà tout. Au niveau musical, la basse reprend le pouvoir pour accompagner nos chers synthétiseurs, et personnellement, je trouve l'utilisation des violons ultra jouissive et cathartique. Alors ça fait du bien quoi. There's always room for love is everywhere. Enfin, une chose que je trouve ultra intéressante à la fin du morceau, on retrouve la mélodie vocale de l'intro, et ça, je trouve ça excellent. Down the line over the waves, 2 kids and a military. C'est une technique toute bête en soi pour la construction d'un album. On crée une mélodie qu'on retrouve sur différents morceaux, ça s'appelle un leitmotiv d'ailleurs si vous voulez savoir. Ça permet de créer un lien dans l'album en plus d'accentuer l'impression d'écouter une œuvre globale et indivisible. Le meilleur exemple restant sûrement le thème de What's Going On de Marvin Gaye, qu'on retrouve aussi à la fin de l'album du même nom dans Inner City Blues. Et bien là, dans un album comme celui dont on parle aujourd'hui, je trouve ça ultra judicieux d'avoir recours à cette technique. Je veux dire par là que les transitions entre les morceaux sont tellement travaillées, jusqu'à même créer un mini scénario pour les clips, que ce retour du thème du premier morceau, ça crée une grande satisfaction pour l'auditeur. Surtout que dans l'interlude juste après, on le retrouve aussi ce thème. Bref, un super morceau qui est d'ailleurs, lui je pense, l'un des plus accessibles de l'album, mais aussi l'un des plus addictifs. Bon, nous voilà en présence de la deuxième interlude de l'album, sur laquelle nous allons passer assez vite car je viens de parler du thème du premier morceau qui revient, et à part le fait qu'on nous tease dans les paroles l'un des prochains morceaux qui s'appelle Angel on a Satellite, je ne trouve pas qu'il y ait grand intérêt à rester dessus, du moins d'un point de vue musical. Après au niveau narratif, ça peut être intéressant avec le morceau suivant, qui est le dernier à bénéficier d'un clip. Tell me when I whisper in your ear, does it make you wanna disappear? Nasty little something said to turn you inside out. Pour
Sur ce morceau, le groupe a décidé de revenir une fois de plus à leurs origines, le rock. That's My Floor, c'est clairement le morceau avec Death and Romance qui met l'aspect synthétiseur le plus en retrait, car ces derniers sont joués comme des guitares durant les couplets, avant de prendre un tout autre intérêt plus tard dans le morceau. Du point de vue du clip, on voit que Mika trouve plein de gens en possession d'un disque comme elle, et elle décide de leur faire recracher ces objets du démon. J'aime d'ailleurs énormément les couleurs, avec ces traces de peinture rappelant encore une fois la grande époque du rock psychédélique. D'ailleurs, à propos de rock, on est vraiment sur un morceau de rock bien dur, avec une grosse basse et une batterie bien agressive. Les percussions ne sont pas les seules à devenir acerbes, Mika dans ses paroles et son interprétation rejoint à la perfection l'instrumental en quittant toute forme de naïveté pour laisser place à une confiance en elle puissante et impressionnante. Ses intonations dans les couplets sont graves et bien plus monotones, et tout ça donne au refrain un impact encore plus puissant avec ses guitares acides qui crachent. That's my floor. I'm coming up to the party and I want more. So open up for me. Mais évidemment, vous connaissez notre très cher duo, ça serait dommage de ne pas mettre une séquence uniquement dédiée au synthétiseur dans ce morceau, et croyez-moi, quand ils viennent pour le pont, c'est pas avec le dos de la cuillère. Let it open me. Je trouve cette rupture ultra brillante, car elle est si brutale qu'elle aurait pu juste être totalement foirée en fait. Tout part à l'opposé de ce qu'on a connu jusqu'ici dans ce son. Plus de percussions ni de guitare, on a que des synthés et la voix de Mika qui quitte son aspect grave dans les deux sens du terme pour une voix aiguë et bien plus féerique. Enfin tout ça, c'est jusqu'à ce que tout se rembobine comme on peut le voir dans le clip, et qu'on revienne à un ultime refrain accompagné d'un petit solo de guitare bonus. That's my floor. I'm coming up to the party and I want more. Bref, un morceau ultra jouissif du début à la fin, et clairement un de mes préférés à vivre en concert, même si toujours moins que... Enfin, nous y voilà, mon morceau préféré de l'album. Et comme d'habitude, pour mes morceaux préférés, c'est un enfer d'écrire dessus. Me demandez pas pourquoi, c'est comme ça, je galère. Il y a beaucoup de groupes cultes qui ne me plaisent pas. Et j'en parlerai dans une prochaine vidéo d'ailleurs, clin d'œil, teasing. Bah du coup, moi, j'aime pas ABBA. En vrai, si je suis honnête, j'apprécie beaucoup Dancing Queen, mais sinon, j'ai toujours trouvé que c'était de la musique assez impersonnelle, froide d'émotion dans l'aspect négatif du terme, et surtout très chargée et grandiloquente pour rien. Et pourtant, si je devais comparer mon morceau préféré de cet album, donc Cry For Me, à quelque chose, bah ça serait à la musique d'ABBA. Plenty of time here to nurture consequence. If you don't hear back, then God had other plans. Ça paraît ultra hypocrite, je sais, mais je vais vous expliquer ce que j'aime dans ce morceau. Du point de vue du déroulé de l'album, on est sur une sorte de climax, si je devais faire une comparaison cinématographique. Le duo a mis le paquet instrumentalement. C'est de loin le morceau le plus épique et grandiose de l'album. Là, on est même plus sur une montée en puissance, on commence déjà à pleine intensité. Et on va pas ralentir dans notre course pendant les 5 minutes et 7 secondes qui composent ce morceau. Et à propos de composition, j'espère que vous aimez les pianos et les violons, car là, c'est un festival. Les deux instruments se couplent parfaitement à la voix de Mika, qui nous sort peut-être sa meilleure performance ever au niveau des émotions. There was a story spin me on the allegories, please. Oh yeah, down on my knees. Chaque phrase touche directement en plein cœur, et les paroles, très inspirées tragédie amoureuse, se mêlent parfaitement à l'ambiance apocalyptique de l'instrumental. C'est pour moi un très grand morceau qui est grandiose sans être too much, et qui a une place parfaitement choisie au sein de l'album. Et allez, cadeau, mon petit extrait préféré pour finir. Lead me astray. Take me home, wash me away.
Nous sautons Angel on a Satellite, qui est un morceau très cool mais moins intéressant musicalement que les autres, pour aller voir du côté du dernier morceau de l'album, celui qui sert d'épilogue. C'est un morceau que je trouve très osé honnêtement, car certes il remplit à la perfection sa fonction d'épilogue, mais son aspect très radieux et printanier, encore plus que Love is Everywhere, est mine de rien assez étonnant à la première écoute. Même si Mika le dit elle-même dans les paroles, c'est un happy ending. Est-ce que c'est un mauvais morceau pour autant? Oh là, loin de là, je le trouve excellent. Musicalement, je vais le comparer au dernier morceau de l'album précédent qui s'appelle The Beginning. Et ouais, je sais, c'est bizarre comme nom pour un dernier morceau, je sais pas pourquoi ils ont fait ça. Quoique, non. Et ça va me permettre de conclure sur cette fin d'album. Je pense que ces choix d'avoir des morceaux de fin d'album aussi enjoués sont des décisions un peu méta sur l'avancement de la carrière du duo. Magdalena Bay est un groupe qui est hyperactif. Ils testent des milliers de trucs, que ça soit musicalement, en faisant eux-mêmes leurs clips, ou même en ayant des décors et des costumes faits à la main. Leur art respire la passion, l'envie de partager et l'envie de progresser, et donc quoi de mieux que de représenter un tel enthousiasme de nous proposer de nouvelles choses que de faire des musiques qui sont elles-mêmes ultra enthousiastes. The Beginning veut littéralement dire le commencement, et The Ballad of Matt and Mika brise entre guillemets le quatrième mur en ayant dans son titre les deux prénoms des artistes. On est donc bien proche de quelque chose d'assez méta, dans le sens qu'on quitte l'univers de l'album pour nous parler directement en tant qu'artiste, en tant que femme et homme. L'album connaîtra un succès conséquent, avec un accueil critique excellent, et permettra au duo de se faire connaître de plus en plus à travers le monde. Et franchement, je trouve ça encore pas assez vu à quel point cet album combine accessibilité, créativité et excellence. Pour moi, c'est un disque qui obtiendra définitivement ses lettres de noblesse a posteriori, car je pense que le temps fait très bien les choses. Le groupe sortira par ailleurs de nouvelles musiques en 2025, 8 morceaux au total regroupés en 4 singles, et ces derniers nous confirmeront que oui, on est loin d'avoir tout vu et qu'on ne peut que s'attendre au meilleur pour la suite. C'est donc ici que s'achève ce troisième club album, et j'espère qu'avoir parlé de musique plus actuelle vous aura fait kiffer. Si la vidéo vous a plu, s'il vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner et surtout à commenter. On essaie de rush les 1000 abonnés et ça serait énorme d'y arriver avec cette vidéo là. D'ailleurs, petite précision, je fais partie d'un média qui s'appelle Amplitude, donc n'hésitez pas à vous abonner à notre Insta, mais surtout à télécharger notre application qui est disponible sur tous les stores. En attendant, pour la prochaine vidéo, j'hésite entre deux sujets qui dans les deux cas peuvent créer beaucoup de débats, ça va être marrant, vous allez voir. Allez, bisous!